Merci. Donc après ce tour du monde passionnant, je vous ramène dans des contrées qui nous sont bien plus familières et surtout à des échelles, comme dirait le cartographe, qui vont être bien différentes de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Donc le département du Var, c'est 1 million d'habitants, 6 000 km², donc déjà c'est relativement limité. Vous voyez le petit... Alors je ne sais pas comment ça marche, je vais prendre le mien. Il y a une caractéristique avec un camp militaire qui est un des plus grands camps d'Europe pour les forces armées en termes d'entraînement. Une superficie boisée qui est quasiment 60% de la surface du département et 432 km de littoral. Et donc ça me permettra de reprendre une terminologie que j'ai entendue. On parlera aussi de méga fires dans le Var et que bien naturellement, comme tout le monde, on les a arrêtés avec la mer. Alors, on a essayé de reprendre quelques années avec quelques chiffres, de 2000 à 2013. Alors, vous voyez que en bleu, on a essayé de souligner des années qui nous semblent un peu importantes. Alors, je vous donne pas l'unité parce que je vais faire honte aux 3,3 millions d'hectares que j'ai entendu tout à l'heure. Nous, on est en hectares, mais c'est notre échelle. Il y a une année toute particulière en termes de surface, c'est l'année 2003. Mais on a compris pourquoi, ça nous a été expliqué, année exceptionnelle, mais on va y revenir. Alors depuis 83 par contre, vous voyez que on vous a mis les surfaces totales brûlées, et vous voyez que 90 a été une année exceptionnelle, et les surfaces en rouge brûlées hors feu de plus de 100 hectares. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui sort? C'est que de temps en temps, au-delà d'un bruit de fond qui est finalement nettement inférieur à 2000 hectares. De temps en temps, il y a des épiphénomènes. 90 en est un majeur, 2003 en est un autre. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des feux. Et de temps en temps, comme on a pu l'entendre, tous les grands feux ont d'abord été petits. C'est sur ce postulat qu'est fondée la stratégie française. Priorité aux feux naissants, on y reviendra peut-être si j'y pense. Pareil, on a entendu que la météo était importante et effectivement on a pris un peu les journées. Alors danger sévère, très sévère, exceptionnel. Pour nous, c'est les 3 stades ultimes en termes de classement, sachant que sévère, très sévère, exceptionnel. Et c'est la météo d'une manière générale, plus un petit peu la sensibilité de la végétation qui font qu'on obtient un classement. Et puis, ça peut, d'un département à l'autre, induire un certain nombre de précautions ou d'interdictions vis-à-vis des populations, et notamment dans le département du Var, quand on est en risque exceptionnel, l'accès au massif est interdit à la fois à la circulation automobile, mais aussi aux piétons. Les grands feux en 2003. Alors, on a essayé de sortir un certain nombre de choses. Alors, pourquoi il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en abscisse? C'est simplement parce que le département du Var est partagé en 9 zones météorologiques. Et donc, le nombre de jours en habituel, en sévère, en intermédiaire ou en exceptionnel, alors voilà, bon, c'est une idée, mais c'est vrai que d'un secteur à l'autre, on peut ne pas avoir les mêmes réalités, mais globalement, l'année 2003, on va y revenir, parce que température, tout le monde se rappelle que c'était la canicule. Hygrométrie, pas si catastrophique que ça, mais quand même avec des valeurs parfois basses. Les réserves en eau, 2003 et les années qui ont suivi étaient des années de sécheresse quand même un peu intenses. La végétation souffrait, et donc la sécheresse des végétaux, mais les nappes phréatiques aussi souffraient. Et puis les vents, on peut en parler, on a un petit peu tout, sachant que j'ai bien entendu le vent grec, et oui, nous on a le Mistral, qui est un vent de nord-nord-ouest. Donc le terme qu'on avait employé en 2003, poudrière végétale. Alors pourquoi poudrière et pourquoi végétale? Parce que les feux partaient très vite. Même si parfois il peut y avoir d'autres raisons. Une année caniculaire, juin très chaud, plus de 20 jours au-delà de 30 degrés, situation hydrique dramatique, effectivement très grande sécheresse, les vents faibles à modérés, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des grands épisodes de Mistral, et l'hygrométrie quand même très basse, avec notamment aux plus fortes chaleurs des taux qui tombaient parfois à 15%.
Recrudescence des départs de feu. On vous met en 2003, qu'est-ce qu'il y a eu en juillet, qu'est-ce qu'il y a eu en août. On voit que par rapport aux années précédentes, qui certes étaient des années calmes, mais le nombre de départs de feu était quand même important. Et puis, on sait qu'un des ennemis de la lutte, c'est la simultanéité des feux. Et donc, toutes les conditions étaient remplies. Vous avez une photo spot des feux de 2003, mais que de finalement 3 feux. Vous avez Vidauban 1 et Vidauban 2. Vous voyez qu'il y a la mer. Et puis vous avez la garde Freinet 1, qui est finalement un petit feu de cette époque. Et donc, au travers de quelques petits feux que je vais vous faire voir très, très brièvement, je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut imaginer, pas pour l'avenir, mais peut-être se dire le passé nous a déjà tout écrit, il faut peut-être bien le décliner. Vidauban le 17 juillet, parce qu'avant, oui, on avait eu des feux, mais voilà le panache du premier feu de Vidauban. Alors, bon, je trouve qu'il est déjà pas mal. Finalement, quand j'y reviens, par rapport à ceux que j'ai vus, il est pas mal. Donc, départ à 14h37. Un hélicoptère bombardier d'eau largue 3 minutes après le départ du feu. Et déjà, il nous signale le feu est hors de portée. Donc, on dit bien une seconde, un verre d'eau, 1 minute, un seau d'eau, après on fait ce qu'on peut. 3 minutes, on est après 1 minute, donc on a fait ce qu'on a pu. 14h17, il y a d'autres départs qui nous pompent des moyens aériens. Milieu périurbain, mais pas trop d'habitat. Par contre, une vitesse de propagation moyenne sur les 22 km, 2750 mètres heure. Vitesse de propagation moyenne. Vous comprenez bien que quand ça monte, ça va bien plus vite, et quand ça descend, ça va bien moins vite. Ce qui fait que, bon an mal an, ce feu, à 22 heures, il était à la mer, c'est-à-dire 22 km plus loin. 69 groupes feux de forêt, ça c'est pour ceux qui sont habitués à la stratégie française. Le groupe, c'est 4 camions, 13 avions bombardiers d'eau, pas de victimes, un camping en partie brûlé, une forte médiatisation, parce que le département du Var a cette originalité, c'est que les équipes télé viennent l'été, parce qu'il se passe toujours quelque chose à Saint-Tropez. Donc ils viennent dans le Var et de ce fait-là, ils sont très rapidement près de nous. Coût 1 million d'euros pour 7300 hectares. Fréjus, le 25 juillet. Vous voyez, encore un beau panache. Départ à 14h42. Zone urbanisée par contre proche. D'autres feux en cours, notamment à Draguignan, une vingtaine d'hectares. 50 groupes feux de forêt sur ce feu-là, dont une colonne italienne qui était venue en renfort. 4 colonnes du 06, de nombreux moyens zonaux, 8 avions bombardiers d'eau, toujours la médiatisation, pas de victimes, 850 hectares. Renfort efficace du Sky Crane qui nous avait bluffé, il venait d'Italie, 9000 litres d'eau, c'est-à-dire un Canadair et demi. Et ce feu, je dirais, on l'a arrêté un peu par chance, oui, parce que le facteur chance existe. Hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, mais il y a aussi de la chance. Et s'il nous avait échappé là où on a pu l'arrêter, il basculait dans les Alpes-Maritimes. Donc on s'est loupé cette année-là, mais 2-3 ans plus tard, on ne s'est pas loupé, on en a bien envoyé un beau dans les Alpes-Maritimes. Vidauban le 28 juillet, encore un beau panache. Vous avez vu la photo spot. Celui-là, il est venu s'appuyer sur un flanc sur ce feu-là, ça a été une chance. Parce que si s'était pas appuyé sur une zone brûlée une dizaine de jours avant, il aurait été un méga fire. Donc départ à 16h23 en plein massif, feu très virulent, nombre de départs de feu, 28 départs de feu dans cette journée-là, dont 12 dans des massifs, c'est-à-dire en plein massif, de nombreuses zones urbanisées, 4 morts parmi la population civile, des maisons, un golf, des entreprises, 45 groupes, 9 avions et plus de 5600 hectares. La Motte, le 28 juillet, c'est le même jour. Un beau panache aussi, à 18h15, en plein massif. Alors, c'est vrai que les conditions météo étaient remplies, mais les allumettes n'étaient pas là. Hein. Et la foudre que j'ai pu entendre aux États-Unis, certes, on l'a de temps en temps dans le Var et en France, mais peut-être de manière moins systématique. Zone habitée dense, pas de victimes, pas de dégâts, 51 groupes, 7 avions bombardiers d'eau, plus de 2000 hectares. Et à de nombreuses reprises, on applique la stratégie générale. Attaque des feux naissants est prioritaire.
Donc même si on a un gros feu et qu'on a les avions dessus, on les envoie sur les départs de feu, parce qu'il vaut mieux avoir un gros feu catastrophique que 10 gros feux catastrophiques. Donc on s'occupe des petits. Cette stratégie qui existe depuis longtemps en France, c'est en bon an mal an, c'est 86, avec la mise en place du guerrier armé, plus dire priorité aux feux naissants, on peut dire en 2003 que ça a marché. Même si on a eu quand même 20 000 hectares et un bilan délicat. Relief tourmenté, et on avait le Mi-26, qui est donc un hélicoptère russe qui utilisait alors un Bambi bucket ou une grosse poche, ou appelez-le comme vous voulez, de 10 000 litres d'eau. Sur le papier, très intéressant. Sauf que les 10 000 litres d'eau, ils se balancent au bout d'un câble de 80 mètres de longueur. Imaginez quand l'hélicoptère, il prend un virage. Qu'est-ce que font les 10 tonnes de flotte? Ils restent pas à la verticale sous la machine. Et c'est vrai que la maniabilité d'une telle machine, s'est posée vraiment en termes d'efficacité. Et si j'avais à faire un choix entre un Mi-26 et je n'ai pas d'intérêt dans les sociétés, et un Skycrane, il n'y a pas photo, quoi. Une charge 80 mètres en dessous d'une machine ou un réservoir carrément dans la machine, maniabilité, efficacité, il n'y a pas photo. La garde Fresnel, 31 août. Alors ça a été le dernier grand feu de la saison 2003, parce qu'après il s'est mis à pleuvoir. On aurait aimé qu'il pleuve quelques jours plus tôt, même en plein mois d'août, ça ne nous aurait pas gêné. Feu en cours, la Roque Escapon, les arcs, celui-là il démarre à 9h36, 38 groupes, 4 hélicoptères, 11 avions, 5 bulldozers. Le 1er septembre, on augmente le nombre de groupes, on passe à 51 groupes. Pour mémoire, le département du Var, c'est à peu près une grosse trentaine de groupes. Donc dès lors qu'on dépasse ce chiffre-là, ça veut dire que c'est des gens qui viennent d'ailleurs. 2700 hectares, on a basculé comme toujours les moyens aériens sur d'autres feux. Le 1er septembre arrive le pépin majeur qui peut arriver aux pompiers, c'est qu'il y en a 3 des leurs qui périssent. Nombreuses zones urbanisées, presqu'île de Saint-Tropez menacée d'encerclement. On était à la veille de la rentrée scolaire, c'était l'émeute. Renverse de vent, on a beau prévoir la météo, et c'est vrai que j'ai entendu de nombreux conseils. On est obligé d'agir sur des certitudes, même si la prévision météo est relativement fiable. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un camion, ça roule à 30-40 km/h, et qu'une fois qu'il a établi ses tuyaux, c'est plus 30-40 km/h, c'est déjà un certain temps pour ramener le matériel et le basculer ailleurs. Donc, oui, le feu peut basculer vite, les pompiers font de leur mieux, mais ça prend un certain temps. 4 engins de lutte détruits, des habitations détruites, et là on a juste récapitulé la journée du 28 juillet, parce qu'elle a été intense en feu. Alors vous voyez, 9h50, 9 mètres carrés, c'est rien, mais 9 mètres carrés, c'est quand même à minima 3 engins isolés qui partent, et éventuellement en fonction des messages, un groupe qui va être, un ou plusieurs groupes qui va être basculé, et ça c'est toute une journée qui n'arrête pas. Et donc, stratégie un peu bousculée, même carrément bousculée, parce que les groupes, on peut pas les mettre partout, et puis quand même, il y avait peut-être du vent, certainement il faisait chaud, mais enfin, si on arrêtait les cons qui mettent le feu, ça serait pas mal. 7750 hectares dans la journée quand même. Alors voilà en gros les feux. Donc le 17 juillet, on est au bord de l'autoroute, il est 14h37, on arrive à 22h, ici on est à la mer. Et vous verrez des photos après, le deuxième Vidauban 2, qui fait appuyer heureusement sur son flanc gauche sur Vidauban 1, Fréjus, La Motte, Draguignan, mais le problème c'est les simultanéités, et il nous manque encore quelques feux parce que la carte pour avoir des tours, c'est pas évident. Là vous avez le golfe de Saint-Tropez, et puis le feu de la garde Fresnel, donc qui a clôturé la saison, puisque quelques jours après il pleuvait. Des constats, des vitesses de propagation inobservées à ce jour, y compris en 2013, on n'a pas revu ça. 22 km en 8 heures,
c'est quelque chose de terrible, mais Villeauban 2, 15 km en 3 heures, c'est pire. Intérêt des ouvrages des FCI, et c'est vrai qu'à l'issue de la saison 2003, il y a eu une réaction vivace, je dirais, interservice, notamment avec le Conseil général, les forestiers de la DDA de l'époque, ça s'appelait la DDA encore, DDAF même, puisque c'est pas que l'agriculture, c'était la forêt, et puis l'ONF, où il y avait du travail en commun pour déterminer un petit peu les ouvrages d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui les utilisent, il y a ceux qui les construisent, il y a ceux qui les entretiennent. Tous ces gens-là doivent travailler ensemble. Une urbanisation qui ignore le risque feu de forêt met en danger les résidents et les sauveteurs. Alors, à l'issue de la saison 2003, le préfet avait imposé 17 PPRIF. 10 ans après, il n'y en a pas un qui est en vigueur, si ce n'est on commence à sortir d'eux. Parce que entre les recours au tribunal, les longueurs, les réticences des populations, des élus, toutes choses qu'on comprend, mais 17 PPRIF, donc merci Yvon, mais deux en 2013, quoi, ils sont sortis. Hein. Donc 10 ans après, c'était 2012, et ben il n'y en avait aucune sortie. 2 qui sortent en 2013, on verra. Alors un pompier qui vous dit ça, c'est particulier, mais je l'ai toujours dit, un bon débroussaillement assure la protection des biens et des personnes, et je devrais même dire des personnes et des biens. Mais si je dis des biens et des personnes, c'est pour vous faire toucher du doigt que on est en sécurité dans sa maison. D'autant plus que la maison est débroussaillée. Et une phrase un peu choc qu'on avait dite, c'est un bon débroussaillement vaut tous les pompiers du monde. Parce que le feu, il met quelques minutes à passer sur votre maison. Et il n'y mettra pas le feu si vous êtes bien débroussaillé. Donc la loi de 2004 a dit que le citoyen doit être l'acteur de sa propre sécurité. Eh bien, allons-y. Nécessaire prise en compte des conséquences des coupures des lignes électriques stratégiques. Alors je vous explique pas, 2003, on fait couper tout ce qui est électrique, hein, qui nous gêne, parce qu'un avion qui largue sur une ligne électrique, c'est dangereux. Des pompiers qui éteignent un feu avec des lignes électriques à proximité, c'est dangereux. Donc les 225 kilos qui traversent le département, les 63 kilos qui traversent le département, on a tout fait couper. Sauf que quand on coupe les lignes électriques THT dans le département du Var, on coupe au-delà du département du Var, le département des Alpes-Maritimes. Et je ne vous parle pas des éventuelles répercussions sur l'Italie, puisque la France alimente en partie, de temps en temps, l'Italie, tout comme l'Italie alimente aussi la France, puisque c'est des choses qui sont réversibles. Validation du concept GPIHF, ou comment protéger les populations tout en attaquant les feux. Alors médiatiquement, j'ai dit que les journalistes étaient très présents en 2003, comme toujours du reste dans le département du Var, je vous l'ai dit. Mais GPIHF, c'est quoi? Groupe de protection des interfaces habitat-forêt. On avait du nez, au printemps 2003, on se dit, comment sortir de la logique? Plus le feu grandit, plus il menace de maisons, et plus je vais détourner des camions pour aller protéger les maisons, et donc plus le feu va grandir. Et bien avec les GPIHF. À l'origine, le GPIHF, c'est 4 petites voitures. Allez, je schématise, 4 kangous, 2 pompiers par machine, on verra des photos, et qui vont protéger les populations. Ils ne vont pas lutter contre le feu, ils vont protéger les populations, rassurer les populations plus que protéger. Et cet effet-là a été fabuleux. On ne l'avait pas imaginé à ce point-là, mais c'est vrai que les sapeurs-pompiers du Var, en 2003, n'ont pas été attaqués par les médias, parce que quasiment personne n'a pu leur dire les pompiers n'étaient pas là. Les pompiers étaient là, et les camions étaient quand même sur les feux. Donc ça fait partie des concepts que nous avons validés, que nous avons maintenus, que nous avons fait évoluer. Et en 2013, un GPIHF n'a plus la même composition qu'en 2003, mais parce qu'au travers d'opportunités, on a amélioré notre concept. Les médias sont en relais pour les populations, mais est-ce suffisant? En 2013, c'est sûr que les médias, ce n'est pas suffisant. Pour autant, j'ai horreur de tous ces médias dits sociaux, où les gens, avant d'agir, finalement, ils envoient un truc sur
Twitter, une photo sur Internet, et au lieu de travailler, finalement, ils informent ou ils désinforment. Des renforts nationaux et internationaux venus en nombre, et je l'accompagne, ça bien sûr, de nécessaires précautions d'emploi face à des feux inhumains. Les quelques feux que je vous ai décrits là, à l'échelle d'un homme, c'est inhumain. Alors, juste un petit peu de scientifique. À 35 mètres de distance, un feu moyen est insupportable pour un homme non équipé. Donc, pour qu'un pompier puisse agir à cette distance-là, il faut qu'il soit équipé. Un casque, des vestes, enfin une veste, parfois deux parce qu'on en met une dessous, des gants, des pantalons, des chaussures lourdes. Ce qui fait que la guérilla, parce que j'ai bien entendu le mot et je partage, le feu de forêt c'est une guérilla, mais on fait ça quand même avec un équipement lourd, dans des conditions de température difficiles, ce qui explique qu'il ne faut pas hésiter, on parlait de logistique, à prévoir au moins 3 litres d'eau. 3 litres d'eau par homme et par jour pour ces gens-là. Il faut y penser, parce que très rapidement, les hommes tombent d'épuisement, et donc on ne peut plus continuer la lutte. Et puis, pareil, quand il nous vient des pompiers de Paris, on trouve l'initiative très bonne. Mais pour bien la décliner, on se dit, et c'est pas de l'égoïsme, du pragmatisme ou quoi que ce soit, eh ben, les pompiers de Paris qui sont venus à pied, on les accueillait à la gare de Toulon ou à la gare des Arcs, on les a mis dans les casernes de pompiers pour faire le quotidien. Parce que quand on a ces feux-là, le ZIS du Var, c'est bon an mal an 100 000 interventions par an. Vous comprenez bien que 300 feux, c'est 300 épiphénomènes colossaux, mais 300 épiphénomènes, et il y a encore 100 000 interventions à réaliser. Et c'est vrai que mettre des gens qui ne sont pas habitués aux feux de forêt à côté de nous, ben ça exige des précautions. Donc, premier principe, on n'a pas hésité à remplacer les pompiers du Var dans leur caserne pour faire leur quotidien par des pompiers venant d'ailleurs. Et autre principe, c'est ce que j'ai écrit sur ces 2 lignes, autre principe, les groupes qui nous venaient ne travaillaient jamais seuls. Le concept du groupe indissociable est bien sûr à confirmer, et là on passait à 2 groupes indissociables. Un groupe varois, un groupe extérieur, parce qu'il y a une connaissance du terrain, et puis il y a quand même une responsabilité d'appeler les autres au secours, c'est de leur dire on vous appelle au secours, mais c'est pas pour vous envoyer au casse-pipe. Donc il faut s'en occuper aussi. Renforcer la recherche des causes d'incendie. Alors, je vais refaire un peu d'histoire. Je crois qu'en 96, la délégation de la protection de la forêt méditerranéenne avait organisé des premiers séminaires sur la recherche des causes à l'école de Valabre. Et puis l'affaire était un peu tombée dans l'oubli. Et puis nous, et à l'époque moi j'étais à Valabre, donc j'avais eu connaissance de ça, et nous tombe sur la tête 2003, et donc ce concept on l'a validé. Parce que en 2003 on a tout entendu. C'est le FLNC qui met des feux, c'est les mouvances islamistes qui viennent mettre le feu pour perturber la France, on a tout entendu. Et c'est vrai que quand on a une bonne connaissance des causes de départ de feu, ben déjà on peut mieux analyser. On peut mieux discriminer ce qui est naturel de humain malveillant. Et quand ensuite on peut déterminer que tel ou tel secteur est plus l'objet de malveillance, on peut prendre des mesures, non pas préventives, mais préventivo-curatives. C'est-à-dire on peut balancer des groupes, on peut mettre des gendarmes cachés pour essayer d'interpeller les gens. On n'a pas arrêté de faire ça ces dernières années. Réduire les imprudences, c'est évident qu'il faut prévenir les gens, et ça, chaque jour sur ton métier, remets ton ouvrage, parce que tous les jours il y a des nouveaux, et puis tous les jours on oublie parce qu'on est tellement assommé d'informations nouvelles que il faut matraquer. Et puis comme on dit, une idée au moins 3 fois. Proscrire la construction en zone à haut risque. Enrayer le mitage de la forêt. Bon, alors semble-t-il les PLU veulent prendre en compte un peu ces choses-là, mais c'est vrai que on n'est pas dans une logique où le citoyen est vraiment totalement responsable, même s'il devrait l'être. C'est-à-dire qu'il veut bien être dans un bel habitat, dans une belle forêt, mais ne veut pas en assumer les conséquences, notamment en termes de débroussaillement.
et éventuellement en termes de risque lorsque sa maison risque de brûler. C'est-à-dire qu'il voudrait avoir le même service loin de la ville que s'il était en ville. Comme si on mettait une piscine municipale dans chaque villa ou résidence secondaire loin des villes. Tout comme si on mettait un stade de foot dans chaque lotissement. À un moment ou un autre, il faut savoir être raisonnable parce que gouverner, c'est prévoir et c'est aussi gérer le denier du contribuable. Mieux adapter la réglementation de l'hôtellerie de plein air. Département du Var, c'est plus de 500 campings. Alors autant je dis qu'on est en sécurité dans sa maison, enfin je le réaffirme, mais ça m'appartient pas. Autant dans un camping, il est évident que c'est pas du tout pareil. Alors l'hôtellerie de plein air, le terme est générique, c'est certes la canadienne que certains d'entre vous ont dû pratiquer jeunes, mais c'est aussi les bungalows en plastique, c'est les caravanes, c'est tout ce qui n'est pas habitat dur permanent. Même si les bungalows, on vous laisse maintenant d'une année sur l'autre en permanence. C'est quand même de l'habitat fragile et le débroussaillement est important, mais pas suffisant. Confiner les populations doit être la règle, les évacuer l'exception. Alors le département du Var a été célèbre pour, alors je me rappelle plus précisément l'année, c'était dans les années 60, certains de mes anciens ici présents me le rappelleront, Martin Gray. Martin Gray était resté dans sa maison pour la protéger et il a fait partir sa famille. Trop tôt, trop tard, je sais pas. Lui, il est vivant, il a même pu l'écrire dans un livre et toute sa famille est morte. Il aurait gardé sa famille avec lui. Voilà. Donc, confiner les populations, mais précaution d'emploi dans l'habitat normal. Hôtellerie de plein air, on ne confine pas. On essaye de protéger, d'évacuer bien en amont. Parce qu'évacuer trop tard, c'est générer des embarras de circulation et donc renforcer les difficultés pour les secours pour accéder au feu. Avec des problématiques que je vous laisse imaginer. Le département du Var, je l'ai dit en première diapo, 1 million d'habitants, c'est 2 à 3 millions d'habitants l'été. Donc des gens qui connaissent pas, et puis c'est des bouchons. Et donc des bouchons en temps normal, imaginez quand vous avez les panaches que vous avez vus, et que vous voyez, quand vous êtes à la plage, vous dites tout là, qu'est-ce qui se passe? La fumée, elle arrive des heures avant que le feu n'arrive. N'oublions jamais ça. Anticiper donc sur la saturation des réseaux routiers, qui le sont déjà parfois. Et s'appuyer sur les plans communaux de sauvegarde. Alors les plans communaux de sauvegarde, c'est une notion un peu récente, mais qui existait bon an mal an pour la problématique feu de forêt, et qui, bon, en pratique, et c'est plus mon propos ici, mais ont servi d'amorce à quand même un certain nombre de communes pour se protéger lors d'inondations, même s'il faut quand même adapter. Le feu de forêt, c'est un risque particulier, l'inondation en est un autre, mais la philosophie générale de répertorier en fonction des risques un certain nombre de choses reste la même, et donc la philosophie peut s'appliquer sur les différents risques. Nécessité de créer un véritable statut de la DFCI. Qui est capable de me dire quel est le statut actuel d'une piste DFCI? Premier qui lève la main, c'est un menteur, et je lui envoie Françoise Carrère de la DDAF, de l'ex-DDAF du Var. PIDAF, réception des travaux en forêt, suivi de l'entretien, mise à jour de la carto, une coopération forestier sapeurs-pompiers de tous les instants. C'est-à-dire que février 94, la direction de la sécurité civile édite le guide de stratégie générale. Je vais vous passer la déclinaison de ce guide, et je le connais un petit peu par cœur parce que je l'ai expliqué un paquet de fois aux stagiaires à l'école. Anticipation, approche globale. L'anticipation, on peut y revenir. L'approche globale, elle ne peut pas se faire tout seul. Elle ne peut se faire qu'un interservice. Donc, je suis un convaincu de l'interservice. Nécessité de disposer de moyens aériens bombardiers d'eau gros porteurs, avions et ou hélicoptères. Je dirais que la préférence devrait aller aux avions lourds, parce que sur le papier, ils devraient emmener beaucoup plus que les hélicoptères. Je voudrais quand même citer l'exemple du Skycrane, qui emmène autant qu'un avion lourd. Et puis je vais rappeler qu'en 1992, l'entente avait confié au colonel Gérard de Blaise, ex-directeur de l'école, une étude sur une flotte d'avions bombardiers d'eau lourds européenne. On parle de mutualisation à notre époque.
Si on la mettait en œuvre, ça serait peut-être pas mal. Un contour de feu indispensable. Alors, en 2003, on avait un projet européen qui s'est déployé dans le Var, qui s'appelait Horus. En fait, c'était un avion qui tournait, de jour comme de nuit, donc caméra infrarouge et visible, et qui nous permettait de faire un contour de feu un peu mieux que ce qu'on peut faire. Alors, les officiers renseignements ont pour charge de ramener au PC où est le feu, quels que soient les outils. Pour faire la guerre, encore faut-il savoir où est son ennemi. Et pour faire la guerre du feu, encore faut-il savoir où est le feu. Et donc, quelle que soit la technologie, on sait que les satellites, ça marche pas. Les drones, c'est de la merde. Parce que les dommages collatéraux en cas de chute d'un drone, quand il y a un Mistral à 120 km/h, qui c'est qui va les assumer? Celui qui a décidé de balancer un truc incontrôlable en l'air? Peut-être qu'en Australie, dans certaines régions désertiques, ou au Moyen-Orient, dans certains théâtres dits d'opération, c'est jouable. Je crois que c'est pas admissible dans nos régions avec la densité de population que nous avons. Alors je suis cru, atypique, mais on ne peut pas me changer, hein, je suis comme ça. Des sinistrés en plein désarroi, on vous l'illustrera, et c'est une dimension importante, parce que ça peut avoir une dimension économique majeure. Le département du Var vit du tourisme. Quand en 2003 on a eu les grands feux, les gens fuyaient et quittaient donc leur lieu de villégiature, voire nombre de gens annulaient leurs réservations. Ça peut avoir un effet catastrophique, hein, il faut le savoir. Le retour d'expérience, les briefings après opération, hein, quand un VSAV sort et que le chef d'agrès à la fin il dit « Oh les gars, vous avez merdé » ou « On a bien travaillé », c'est le premier retour d'expérience. Il faut que cette chose-là soit généralisée. Et parfois, il y a des choses difficiles à dire. C'est vrai que nous sommes latins, pas anglo-saxons. Les anglo-saxons savent dire des choses. J'en ai entendu, même notre ami grec qui dit des choses que moi, j'oserais pas dire le 10e de ce qu'il dit. Et c'est très bien. Mais en France, on a encore cette culture de dire « Oula, si on dit qu'il a mal fait, il va être mis en examen ». Si on arrivait à sortir de cette spirale-là, qui à mon avis amène de la médiocrité et de l'inefficacité. Pas du plus, du mieux. J'avais dit ça le 2 ou 3 septembre. Je veux pas plus de camions, je veux moins de feux. Je ne vous commenterai pas les réactions officielles qui ont fait suite à cette déclaration du 2 ou du 3 septembre. Les panaches. Parce que j'en ai vu des beaux, mais nous aussi on en a eu des beaux. Hein. Et quand je les ai revus, j'ai dit merde, on y était là. Hein. Donc on vous en montre quelques-uns. Ça c'est l'été 2003 dans le Var. Hein. Ouais, on parle de simultanéité, il y en a des beaux là, blanc et noir, blanc puis gris, là des beaux largages. Et là, il est pas beau le largage sur cette zone-là. Et ce qui est jaune, c'est pas un grand mur, hein. C'est la lueur du feu. Là, la lutte, c'est de jour comme de nuit. Ça peut être ça, la nuit notamment. Les GPIHF, c'est ce que je disais, 2 hommes, un peu de matériel et une piscine, parce qu'il y en a partout. Puis s'il n'y a pas de piscine, il y a peut-être des poteaux d'incendie. Quelque part, il y a de l'eau. Le Var a cette faculté d'avoir quand même pas mal d'eau. Donc le GPIHF à l'œuvre et sa composition de l'époque. Vous voyez, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Un VTU, allez, 2 chevaux, et puis un petit 4x4. Alors j'exagère en disant 2 chevaux. Hein. C'est comme si je vous disais, les VSAB, c'est encore des tubes Citroën. C'est pas vrai. Hein. On les a mis à la retraite. La lutte, le Mi-26, voilà. Alors, entre la poche qui fait 10 000 litres et la machine qui est énorme, il y a 80 mètres, là. Ça n'a pas l'air, c'est un problème d'échelle et de proportion, on s'en rend pas compte. Le Sky Crane, ça c'est l'italien qui travaillait en 2003 sur le feu de Fréjus, ou de Fréjus, on dit pas Paris, on dit Paris. La lutte, toujours pareil, avec des engins qui étaient plus ou moins modernes. Là, il était plutôt moins que plus. La lutte, c'est ça aussi, la nuit. Vous voyez, les
les panoramas. Alors imaginez les gens dans la ville qui voient arriver ce truc-là sur eux. Les enjeux, ben, vous voyez des maisons en plein milieu de la forêt, et puis après ils vont pleurer que... Parce que, vous avez vu, les arbres, ils sont sur la maison. Hein. Pleure. Encore des enjeux, parce que il en faut. Alors vous voyez, c'est brûlé d'un côté, le feu il est de partout, mais bon, on continue à avoir de la végétation contre les maisons. Continue. Toujours des enjeux avec des beaux panaches, c'est vrai qu'il y a des belles maisons dans le Var. Hein. Et puis voilà ce que ça donne. Ça, c'est le feu de Fréjus en 2003. Là, on l'a arrêté là, sinon il basculait dans les Alpes-Maritimes. C'est la tour de guet du Mont-Vinaigre. Le guetteur, il a pris quelques largages de retardant, mais au bout d'un moment, il a quand même évacué la tour. Hein. Les enjeux, ben, on parlait de ligne électrique, et ben voilà, hein, c'est dangereux, mais il faut bien du courant électrique. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne travaille plus à la bougie. D'autres enjeux, en voilà des beaux. Les populations, voilà ce qu'on trouve une nuit de 17 juillet 2003, des gens de partout, couchés de partout, l'armée qui amène les couvertures parce que, ben oui, ils sont partis, allez, je vais être cru, la queue entre les jambes, comme on dit. Hein. Voilà, les populations qui d'abord regardent le spectacle et puis qui après, ben ouais, on prend les valises, on se tire. Quand on a le temps de prendre les valises. Les impacts. Alors vous voyez, quand on est bien débroussaillé, la maison, elle ne craint rien. Pourtant, le feu, il s'arrête à côté. Mais bon, c'est quand même important, le débroussaillement. Zaitan, vous me direz, il a tellement de bitume autour de lui que... Mais bon. Les impacts, c'est ça. C'est les parkings de voitures à côté des campings. C'est les campings et les caravanes. Voilà ce qui reste. C'est les maisons. C'est encore un camping. Encore des maisons, mais là, je dirais, ils ont dû sentir les flammes près de leur postérieur. Et là, les aménagements. Et là, il y a des lotissements. Le feu s'est arrêté presque net, mais c'est vrai que, vous avez vu, c'est une belle pelouse. On a un golf pas loin. Il s'est arrêté là, mais il a sauté. Hein. Vous connaissez la grande règle. Hein. Le feu, il monte. Et ça saute, et ça remonte. Donc là, vous avez l'illustration en photo de cette chose-là. Donc oui, il faut des interfaces bien débroussaillées et suffisamment larges, d'une certaine dimension, comme dirait Fernand Reynaud. Voilà les impacts. Alors, vous voyez que le feu, il est allé à la mer. Hein, parce que là, il veut plus s'il marche, ou il marche quand il veut. Là, c'est tout noir. Hein. C'est-à-dire que ça s'est arrêté parce qu'il y avait la mer. Alors, selon la définition que j'ai entendue, c'est un méga fire. Alors, je suis pas forcément content, mais la vie est trop courte pour s'habiller triste. Si l'homme n'était pas optimiste, on arrêterait tout. Hein. Alors, les enseignements majeurs, parce qu'il faut savoir s'arrêter. Doctrine nationale sur la bonne voie. Anticipation, approche globale. Bon, je vous donne notamment le guet aérien armé. Arrêter le guet aérien armé serait le feu vert aux catastrophes. Donc, ne pas anticiper sur un renouvellement de flotte de moyens aériens nationaux serait le feu vert d'une catastrophe. La prévention, bien sûr, et ne pas baisser la garde. Mutualisation européenne, notamment, les avions bombardiers de gros porteurs, les retours d'expérience. Des journées comme nous vivons aujourd'hui, moi j'ai appris des choses d'écouter ce qui se passe ailleurs, même si ce n'est pas les mêmes échelles. Je crois que c'est intéressant. Et les exercices internationaux, parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut une mutualisation européenne et pas la tester. Si wish pacem parabellum, et les exercices, c'est simplement préparer la guerre quand on veut la paix, et surtout quand on est en paix. Normalement, si je ne me suis pas trompé dans mon timing, j'ai fini. Merci.